Bonsoir à tous. Chaque année en Belgique, 26 000 personnes en âge de travailler contractent un cancer. Et si les guérisons sont de plus en plus nombreuses, la reprise de l'activité professionnelle est souvent un moment très délicat. Parce que beaucoup d'entreprises ne sont pas prêtes à l'accompagnement de ces travailleurs, parfois considérés comme des boulets. Alors comment faire pour que cette réintégration, cette remise au boulot se passe au mieux? C'est le thème d'Autrement. Ce soir, Magali Mertens, bonsoir. Bonsoir. Vous avez créé la SBL Travail et Cancer qui œuvre justement à accompagner la reprise du travail. Votre constat, quel est-il? Les entreprises, beaucoup ne sont pas prêtes du tout. Alors en fait, elles sont peu outillées, hein. C'est vraiment une question d'avoir déjà connaître les difficultés particulières de l'après-cancer, et je pense qu'on en parlera ce soir, qui sont vraiment handicapantes, alors que pas toujours visibles. Donc c'est un véritable handicap invisible finalement. Et donc quand la personne revient, on va s'attendre à ce qu'elle revienne comme avant. Sauf qu'en fait, ça va devoir être autrement. Et donc, je pense aussi que les questions de santé, on a l'habitude que ce soit plutôt de l'ordre de la vie privée. Et donc, je crois qu'il y a un véritable tabou lié à la maladie et à la question aussi de la mort, qui sont vraiment des choses dont on a peur de parler. Et donc, voilà, les entreprises ne savent en fait pas comment faire. Pour entrer dans votre histoire personnelle, vous-même, vous avez eu un cancer assez rare, qui vous a handicapé. Et pourtant, vous avez repris le travail très tôt, sans accompagnement quasiment. Exactement. Donc j'avais un suivi psychologique, mais à part les échanges que j'avais qui me permettaient en tout cas d'alléger mon anxiété, on va dire que pratiquement parlant, il n'y avait pas d'aménagement raisonnable, ce qui aurait été plus intelligent si j'avais su à l'époque. Et puis surtout, ne sachant pas que cette fatigue, ces diminutions de capacité cognitive étaient finalement monnaie courante, moi-même j'ai perdu confiance en moi et une baisse d'estime de moi assez importante pour que finalement je fasse une dépression. Oui, Thierry Dobioul, bonsoir. Bonsoir. Vous-même, vous avez eu deux cancers. Un premier cancer du rein en août 2018 et puis en septembre 2020 des métastases au cerveau. C'est ça. Vous êtes toujours en traitement aujourd'hui. Pour vous, le travail, ça coulait de source, reprendre le travail? Oui, c'était nécessaire pour moi parce que j'en avais besoin, ne fût-ce qu'au niveau social. Je pense que c'est important de garder un tissu social. Au niveau rémunération aussi, c'est clair. Par exemple, lorsqu'on est complètement sur la mutuelle, en ce qui me concerne, je perdais 1 000 € par mois. C'était invivable. J'ai déjà dû interrompre ma carrière pendant chaque fois 5 mois environ. Ouais, vous êtes éducateur spécialisé. Je suis éducateur spécialisé à notre village. Et donc, effectivement, c'était compliqué, financièrement parlant, de boucler les fins de mois. Ouais. Et puis, une question aussi de mental important pour vous mentalement. Lauretta Mander, bonsoir. Vous-même, vous avez eu un cancer du sein, il y a longtemps déjà. Vous en êtes remise aujourd'hui, mais vous aussi, vous n'en êtes pas remise aujourd'hui? Non, ben vous nous direz en quoi vous n'en êtes pas remise, mais cette reprise du travail, elle s'est plutôt bien passée pour vous, m'avez-vous dit en préparant cette émission. Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est bien passée? Mais elle s'est bien passée parce que je travaillais dans une entreprise très humaine. Nous étions à peu près 30 collègues. Et j'ai de suite annoncé la couleur. Quand j'ai eu mon cancer, j'ai dit de suite à mes patrons, à mes collègues, voilà, j'ai un cancer, mais je veux continuer à travailler. Alors bien sûr, la semaine où il y avait la chimio, c'était impossible parce que la fatigue ne nous permet même plus de nous lever. Mais pour les 2 semaines qui suivaient, là, je dois dire que j'ai été épaulée. J'avais besoin de me sentir vivante, en fait, à ce moment-là. Et si je n'avais pas travaillé, je ne me voyais pas rester chez moi toute la journée à attendre la chimio suivante. J'avais vraiment besoin de me sentir vivante et ça m'a vraiment beaucoup aidée. Ouais. Alors, votre cancer, détrompez-moi, c'était en 2004, En c'est 2004, ça? oui. Ouais, aujourd'hui, vous dites encore souffrir des séquelles de ce cancer. Quelles séquelles? Mais en fait, j'ai eu 8 rechutes métastasiques, donc 8 chimios différentes. Et malgré tout, on ne sort pas indemne d'un cancer. La fatigue, la réflexion, la mémoire, tout en prend un sérieux coup. Aujourd'hui, je suis retraitée, donc je m'en fiche un peu parce que je suis mon propre patron. Mais c'est vrai que c'est difficile parfois d'accepter qu'on réagit beaucoup plus lentement que ce qu'on faisait quand on était sain et bien portant.
Ouais, et pour vous, Thierry, quels sont encore les effets que vous sentez? La fatigue, hein, comme Loretta, le manque de concentration, d'attention, des difficultés de mémoire également, Mhm. et des maux de tête incessants. Ouais, Donc, et Magali Mertens, ça, ce sont des conséquences qu'on retrouve très, très, très régulièrement. Très, très, très régulièrement. Et je dois vraiment vous dire que chaque première session de coaching, c'est quelque chose qui est déposé, parce que moi, évidemment, je questionne sur les impacts concrets dans la vie. Et comme je dis, vous savez, c'est dans les effets les plus communs, les effets secondaires. Eh ben, rien que le fait d'être reconnu là-dedans, je vois les personnes soulagées. Rien que ça. Ouais. Bonsoir Maïté Timmermans, vous êtes conseillère en prévention chez AXA, une grande entreprise donc. Quand vous entendez ça, on vous dit moins de concentration, une plus grande fatigue, peut-être une humeur parfois un petit peu différente. Ça ne fait pas vraiment les affaires d'un employeur, ça. Alors comment accompagner ce travailleur le mieux possible? Je pense que tout démarre par un dialogue, hein. On l'a entendu ici, Madame tout de suite disait l'importance. Moi, j'ai été cash avec mon employeur. Je pense que tout démarre par là, par un dialogue, par bien comprendre les besoins tant d'un côté que de l'autre, parce qu'on est une entreprise. L'entreprise, évidemment, doit aussi pouvoir continuer à fonctionner. Mais je pense qu'il y a toujours des compromis. En tout cas, on essaye dans la majorité des cas. Est-ce que c'est possible à chaque fois? Non, malheureusement pas, ou pas encore. Mais en tout cas, c'est vraiment de pouvoir écouter l'autre et puis adapter peut-être l'horaire de travail, la charge de travail, le type de travail. Des choses qui sont par exemple plus stressantes que d'autres, répondre au téléphone, être en contact direct avec un client, aménager les horaires de travail. Ce sont toutes des choses qu'on peut mettre en place. Évidemment en collaboration avec le médecin du travail. Ouais, alors essentiel. Véronique Leray, bonsoir. Vous êtes la directrice médicale de la Fondation contre le cancer, une fondation qui a cru nécessaire de mettre en place il y a quelques mois un programme qui s'appelle Reconnect, qui favorise la reprise du travail. Pourquoi avoir mis en place ce programme? Vous constatiez vraiment que dans les entreprises, les lacunes étaient énormes? Alors c'est plus général que ça. Donc la Fondation contre le cancer a 3 missions. Elle investit dans la recherche, elle fait de la prévention et la 3e mission, et c'est ici que Reconnect cadre, c'est d'aider les personnes avec un diagnostic de cancer et leurs proches. Et on s'est assez vite rendu compte, en étant en contact avec des personnes comme Magali, qui font du coaching individuel, qui avaient non seulement moyen d'aider la personne, mais qu'il fallait absolument aider la personne en aidant l'employeur à accueillir, à planifier les absences, le retour au travail, mais pas seulement l'employeur, les personnes qui entourent la personne qui revient au travail, qui veut continuer à travailler. Donc vous avez nommé 26 000 personnes par an qui sont en train de travailler et qui ont un diagnostic de cancer. On sait que parmi ces personnes-là, dans l'année, il y a 69%, donc 3 personnes sur 4 qui vont recommencer à travailler dans l'année. Mais parmi celles-là, 1 personne sur 2 va faire un plein temps. Par contre, les personnes qui rentrent dans la période d'invalidité, où elles ne travaillent pas, si ça se prolonge plus d'1 an, on voit qu'il n'y a plus que 30% qui continuent à faire un plein temps. Et c'est là que la Fondation contre le cancer s'est dit, là, il y a un souci. Là, on voudrait aider. Et de là, on a commencé à discuter avec Magali, par exemple, et un nombre de personnes, pour voir de quoi avez-vous besoin dans les entreprises pour pouvoir accueillir, pendant le diagnostic, pendant le traitement, mais après le traitement, la personne qui en a besoin. Alors Thierry, vous avez l'impression, vous avez entamé ce dialogue très rapidement, ne rien cacher, le dire et faire en sorte que l'employeur adapte votre emploi du temps. Et ça s'est bien passé? ça s'est très bien passé. Donc j'ai pu aménager mon horaire comme je le voulais. J'ai choisi délibérément de toujours prester des week-ends, par exemple, et des jours fériés. Parce que la dynamique du groupe que j'accompagne était différente de la semaine. Donc, c'est aussi autre chose. C'est accompagner au quotidien des personnes porteuses d'un handicap. Et donc, j'ai toujours eu un bon dialogue et un bon retour de la part de mon employeur. Ouais, ça, on imagine que c'est essentiel, Magali. Ouais. Mais exactement, c'est comme Maïté disait, finalement, en fait, tout le monde est autour de la table à partir du moment où il y a de la volonté. On trouvera toujours les moyens pour faire en sorte de... Oui, alors on parle de cette réintégration, on va voir qu'elle ne se passe pas toujours au mieux. On va l'entendre avec ce témoignage de cette infirmière qui, à son retour au boulot après un cancer du sein, ne s'est pas sentie acceptée, comme elle est toujours en contact avec son employeur, susceptible de retourner au travail. Elle témoigne anonymement. Je vous propose de l'entendre.
C'est une entreprise à plusieurs sites, hein. J'étais sur le site, sur un petit site, et là, on n'a pas pu me trouver un poste, et on m'a transféré dans une plus grosse institution, un plus gros hôpital. Et donc, j'ai dû quitter mon équipe, etc. Et bon, j'ai recommencé à mi-temps médical de 6 heures. Je faisais des pauses de 6 heures du matin jusqu'à 10 heures du matin. Mais comme je viens de dire, la première période a été très difficile. Ce qu'il y a eu, c'est beaucoup de jalousie par rapport à ma situation, le fait que je suis en mi-temps médical. Et bon, l'ambiance de l'équipe n'était pas. Je n'ai pas été accueilli, je n'ai pas eu beaucoup de reconnaissance en tout cas. Beaucoup de collaboration avec mes collègues. La jalousie dans le sens où je profitais de la situation pour enfin, profiter de la mutuelle, quoi. Voilà, en étant malade, que j'étais une profiteuse. Étant donné que j'étais aussi la plus âgée dans l'équipe, enfin la plus âgée en tout cas, qui avait le plus d'ancienneté, ben, forcément j'avais un salaire plus important et ça a mis un peu de jalousie. Je suis très déçu. J'ai très déçu en tout cas de la manière dont ça s'est passé, de mon employeur et de mes collègues. Et je ne vois pas, je ne vois pas comment les choses pourraient s'arranger, en tout cas. Magali, dans ces cas-là, vous, coach, qu'est-ce qu'on peut dire à cette dame? Alors, j'ai eu plusieurs membres du personnel soignant qui ont eu des cancers, qui sont venus me voir en coaching. Il faut savoir, et ça c'est pas une nouvelle pour personne ici autour de la table, que le système de santé, en tout cas le système hospitalier, est en crise en Belgique, et que quand on a une entreprise avec un personnel qui est déjà poussé à bout, on a évidemment moins tendance à être humaniste. Donc, en fait, je ne suis malheureusement pas du tout étonnée par ce genre de témoignage. Et je pense que c'est là qu'intervient la notion de disability management, c'est-à-dire d'avoir, comme l'a fait AXA finalement assez naturellement, en tout cas structurellement, sans qu'il y ait encore la législation qu'il y a aujourd'hui, de se dire on va réfléchir en amont pour mettre une politique de réintégration en place. Pas en idée d'être faire la charité, mais parce qu'on sait qu'il y a aussi, soyons francs, il y a un retour sur investissement. Ouais. Alors vous, Loretta, vous n'avez jamais ressenti une certaine des réactions de vos collègues parce que finalement vous n'assumiez pas la charge de travail comme eux l'assumaient. C'est quelque chose que vous n'avez jamais ressenti? Non, parce qu'au contraire, quand ils voyaient que j'étais vraiment très très fatiguée, puisque je travaillais 2 semaines sur 3, parfois ils me renvoyaient à la maison en me disant écoute, on va terminer ton boulot. Et puis mon employeur à ce moment-là avait aménagé, alors que ce n'était pas très courant à l'époque, du télétravail. Donc j'avais reçu un ordinateur portable, les lignes qu'il fallait, donc tout avait. J'ai vraiment eu une aide de l'employeur à ce niveau-là, qui m'a permis de rester au courant du travail qui était en cours au bureau. Oui. Donc on voit l'importance du manager. Thierry, est-ce qu'il y a à un moment donné, dans votre retour, un sentiment de culpabilité à un moment donné de ne pas être à 100%, ou ça ne vous a pas traversé l'esprit? Mais oui, effectivement, ça m'a déjà traversé l'esprit. Oui, ça arrive, effectivement, que je ressente ce sentiment. Mais moi, c'est plus un sentiment de ne pas tout maîtriser. Depuis que je suis à mi-temps médical, je ne maîtrise plus comme je le maîtrisais auparavant lorsque j'étais à temps plein. Donc maîtriser les choses, maîtriser votre mon environnement de travail, effectivement. Et donc, ça suscite en moi beaucoup de frustration. Donc, de par mon métier, je suis amené à communiquer beaucoup, à avoir beaucoup d'informations sur le quotidien des personnes que j'accompagne. Et à mi-temps médical, c'est parfois très, très compliqué. Je fais 2 ou 3 prestations par semaine. Lorsque je prends une récup, par exemple, parce que j'ai presté trop d'heures supplémentaires, eh bien, il m'arrive de devoir être absent pendant une dizaine de jours et je perds le fil des informations. Ouais. Alors, Maïté Timmermans, comment est-ce qu'on fait en tant que responsable RH ou manager dans une société
comment on réagit par exemple à des collègues qui manifestent une certaine animosité à un certain moment, ou des managers qui disent ou qui pensent tiens, ça ne m'arrange pas vraiment cette maladie de mon employé. Alors, on a chez AXA une équipe Wellbeing, hein, donc je suis responsable du département Wellbeing, et c'est vraiment le rôle de cette équipe, c'est vraiment de faire de la conciliation, c'est de mettre les gens autour de la table, parce que souvent les conflits sont dus à une mauvaise compréhension, à beaucoup de préjugés, à une méconnaissance du cancer. Magali l'a dit plusieurs fois, les conséquences sont souvent peu connues. On parlait des conséquences financières, sociales, mais aussi la fatigue, enfin, toutes les conséquences médicales. Et je pense que déjà, ça, c'est important. Il faut savoir aussi que tout le monde n'est pas à l'aise. On en discutait, de parler de la maladie, on a peur de la mort. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui est touché par le cancer. Donc, c'est un sujet qui est sensible, où les managers ne sont pas toujours confortables, pour peu que leur conjoint est occupé à se battre contre un cancer. En discuter au bureau, ça peut être très, très difficile. Et donc, l'accompagnement passe chez nous par une formation. Tous les managers ont une formation obligatoire sur l'accompagnement de l'absentéisme. Et puis, à côté de ça, c'est écouter le collaborateur, prendre le temps de l'écouter sans jugement, ça c'est très important, et puis de trouver un accord entre ce qui est réalisable pour l'équipe, parce qu'évidemment, ceux qui restent, ils doivent supporter la charge de travail, il ne faut pas qu'eux, à leur tour, tombent malades, donc il faut aussi faire attention à cet équilibre et permettre d'adapter dans la mesure du possible, évidemment. Oui, justement, alors c'est où votre limite dans l'adaptation? Parce qu'on demande des aménagements raisonnables. Jusqu'où on peut aller dans une entreprise pour favoriser le fait que cette personne reste au travail? Ça va dépendre de beaucoup de facteurs, et notamment de la durée. Je pense que si c'est pour une durée courte, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va être beaucoup plus créatif que si c'est des adaptations à long terme, où là, parfois, il va falloir penser à de la mobilité interne, à trouver une autre fonction à la personne. Parce que, par exemple, dans une équipe de 5, quelqu'un qui ne peut plus réaliser la fonction principale, par exemple la téléphonie, ça veut dire que toute la téléphonie repose sur les épaules de 4 autres personnes. Et ça, c'est compliqué. Donc, il faut pas oublier que le restant de l'équipe est là aussi. Il faut penser à leur santé aussi. Mais évidemment, si c'est pour du court terme, c'est beaucoup plus acceptable. Mais ça peut être très créatif. Ça peut être l'aménagement du poste, ça peut être du matériel, ça peut être le temps de travail, les horaires de travail, ça peut être le télétravail qui était déjà bien existant dans notre entreprise. Donc, ça peut passer par vraiment énormément de choses. Ouais. Alors Véronique Leray, on parle de formation des managers. Comment on doit former ces managers? Alors tout à fait, c'est pour répondre à cette question justement, tout cet aspect pratique, il y a toute la partie administrative et juridique qui est reprise sur la plateforme Reconnect, mais qui est assez générale dans toutes les entreprises. Je pense que les ressources humaines en sont bien conscientes. Par contre, la richesse de la plateforme Reconnect développée par la Fondation contre le cancer avec d'autres personnes, c'est justement d'avoir ce qu'on appelle les soft skills. C'est justement comment est-ce qu'on prépare, comment est-ce qu'on accueille, comment est-ce qu'une ressource humaine accueille la personne qui vient parler, ou directement ou indirectement, du cancer. Comment est-ce que la personne de ressources humaines va permettre aux collaborateurs de venir en parler. Comment est-ce qu'on planifie les choses. Comment est-ce qu'on écoute les désirs de la personne, les désirs de l'équipe et on met ça ensemble. Tout ça de façon structurelle, programmée. Et ça se retrouve au niveau de la plateforme Reconnect. Et on espère et on pense que ça peut aider. Et vous, Magali, puisque vous formez ces managers, vous les formez à quoi et que leur dites-vous? Mais en fait, exactement ce que m'a été expliqué, la clé, c'est la communication. Alors après, chaque réalité pour chaque entreprise, chaque type de fonction va être différente, mais ça va être de pouvoir ouvrir cette porte. Il faut aussi accepter qu'il va falloir être créatif, parce que comme je le dis aux personnes qui viennent me voir, c'est vrai, ça ne sera pas comme avant, ça sera autrement. Mais attention, autrement n'est pas moins bien. Ça peut même être mieux. Et donc, effectivement, c'est outiller le manager à aussi pouvoir écouter l'équipe, prendre en compte les besoins de l'équipe, en fait, finalement, être un bon manager, inspirant, bienveillant, humaniste, qui arrive à concilier tout ça et à construire quelque chose. Et je tiens à dire que dans les retours réussis, ça, c'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé. Moi, je me serais dit, ça doit venir du management. Oui, bien sûr, mais vraiment les collègues, les relations de l'équipe, la qualité relationnelle entre l'équipe est assez clé aussi, évidemment. Oui, je vous vois réagir. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, par rapport à ça, cette atmosphère de bienveillance, vous vous êtes senti accompagné dans la maladie. Vous avez choisi aussi d'en parler, et même d'en parler au grand public via un groupe Facebook. Exactement, oui. Tout à fait. Pour moi, la création de ce groupe Facebook, c'est prépondérant parce que j'ai regroupé autour de ce groupe la plupart de mes amis Facebook. Et j'avais besoin, me semble-t-il, d'avoir leur soutien, d'avoir leur réconfort.
et d'être entouré lorsque j'ai, en particulier, récidivé. Et depuis lors, régulièrement, je mets à jour ce groupe Facebook, je mets les publications, je mets les derniers examens, etc., et l'avancée de la maladie et des traitements. Et ça m'aide fortement. Moi, je pense que c'est... Et vous, Loretta, vous avez écrit un livre, beaucoup plus tard, mais en tout cas, vous avez écrit un livre expliquant comment vous avez développé des stratégies contre la maladie et un optimisme à tout crin, quoi. Oui, je pense que le moral, de toute façon, dans ce genre de maladie est important et j'ai pris le parti de voir le plus plutôt que le moins. Mais je voudrais ajouter quelque chose aussi dans le cadre du travail. C'est que quand on apprend une telle maladie, automatiquement, on place nos essentiels ailleurs. Et nous, en tant que malades, on ne veut pas se sentir malade. On ne veut pas qu'on nous regarde avec pitié. Et souvent, on arrive à décoincer des situations dans une entreprise où parfois on s'énerve pour rien. Et parfois les gens vous regardent et disent oui, à côté de toi, c'est vrai que c'est pas important. Et mon patron me disait à l'époque, il me dit tu apportes un petit quelque chose qui fait que il commence un petit peu à lâcher du lest. Et puis on a appris la patience aussi pendant la maladie, parce que des heures dans les salles d'attente, ça, mon Dieu, on en passe. Donc on devient impatient. Ouais. En fait, je pense que c'est ça, on n'accentue pas assez le bénéfice pour la société. Oui. Ça crée une empathie, un dialogue, une collaboration, c'est quelque chose qui pour un employeur, et peut-être que vous mais l'employeur, il doit quand même avoir un retour sur investissement, si vous me permettez cette expression, de son employé. Alors quand il faut peser le pour et le contre, comment on réagit J'aime le terme que vous utilisez, retour sur investissement. Oui, c'est un peu trivial, j'en conviens. Non, mais je pense que quelqu'un qui est malade, qui à un moment donné vit un coup dur et qui se voit soutenu par sa direction, par son employeur, deviendra le meilleur employé que vous pouvez jamais avoir, parce qu'à un moment donné, il y a une véritable reconnaissance, une connexion qui va se faire entre l'employé et l'employeur. Et donc, au contraire, c'est un merveilleux investissement. Ouais. Alors, il y a la loi qui est plus stricte aujourd'hui par rapport au retour au travail. Qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'elle exige de l'employeur, cette loi aujourd'hui ? Alors, pour nous, pas grand-chose. Beaucoup d'administratifs en plus. Mais je pense qu'elle va, quelque part, forcer les entreprises à mettre en place cet accompagnement que nous avons la chance de déjà avoir depuis de nombreuses années. Après, je pense aussi, il ne faut pas oublier, on est un assureur, donc le bien-être, c'est quand même notre core business, c'est quand même notre métier. Mais je pense que dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il n'y a rien, ou pas grand-chose en tout cas. En tout cas, c'est le feedback que j'ai reçu. Il n'y a pas grand-chose sur le accompagnement et ça va un petit peu leur forcer la main. Ça va être un petit peu coincer la porte à tous ceux qui disent « Ah oui, non, mais moi, à mi-temps médical, ça ne m'arrange pas. Chef, dossier clôturé. » Aujourd'hui, ils vont devoir rendre des comptes, ils vont devoir bien justifier cela. Et donc, ça va quand même un petit peu, j'espère, débloquer la situation dans certaines entreprises. Maintenant, il faut rester réaliste. Dans certaines entreprises, je pense à des petites PME. J'ai une petite entreprise de construction, j'ai 5 maçons. L'adaptation du poste, il est quelque part limité. Donc évidemment, je pense que dans certaines entreprises, ça risque de devenir un vrai challenge avec des complications importantes, surtout dans des petites entreprises où le nombre de fonctions est limité quelque part. Ouais. C'est vrai et pour vous, Magali, le fait que maintenant l'employeur doit justifier le fait qu'il ne réintègre pas, c'est une bonne chose ? Pour moi, c'est une très bonne chose parce qu'on a renversé la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une responsabilité sociétale, une responsabilité qui peut être partagée. La santé, c'est l'affaire de tous. Il y a pour l'instant aussi, on voit bien des vagues de burn-out, des difficultés à recruter les jeunes talents parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent du sens au travail. Et le sens au travail n'est pas toujours dans finalement le travail en soi, mais c'est dans de nouveau l'humanité qui est donnée. J'ai l'impression de faire partie d'une société qui prend soin de moi quand je vais bien et quand je vais mal. Et le contrat, il est aussi là. Et donc, moi, je rejoins complètement Maïté et évidemment Véronique sur le fait qu'en mettant en avant toutes les soft skills qui ont été acquises parce qu'on a traversé la maladie et qu'on est plus patient, plus empathique, on a une meilleure gestion des priorités, on amène de la richesse au travail. Ouais, et pour vous, Thierry, ce sera la dernière question de l'émission. Qu'est-ce que cette maladie vous a appris à changer en vous par rapport aussi à votre vie ? On voit la vie différemment, de toute façon, ça c'est clair.
j'ai un peu... Oui. La vie est différente. J'ai d'autres priorités, c'est clair. Je vois, oui. Vous m'aviez parlé de résilience aussi, Oui, à un moment résilience, effectivement, oui, Ouais. c'est la résilience. Mon groupe Facebook s'appelle mon combat contre le cancer ou ma quête de la résilience. Donc c'est vraiment être résilient et jour après jour et pas après pas aller vers plus de tolérance, plus d'humanité, justement, d'humanisme. Et ça, c'est au moins, s'il y a quelque chose que m'a appris le cancer, c'est bien cela. Très bien, ben merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage, le vôtre aussi, Loretta. Si on veut en savoir plus, on renvoie nos téléspectateurs à votre livre, hein, Balles et Pinces, qui est Et il y a une un page concentré. Facebook aussi qui s'appelle Vous reprendrez bien un petit peu de crabe. Voilà. Comme quoi Loretta ne manque pas d'humour. Hein. Ben oui, je reprendrai bien un petit peu de crabe finalement. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau et d'être venu expliquer votre expérience sur notre plateau. Autrement, c'est terminé pour ce soir. La semaine prochaine, vous retrouverez Cyprien Houdemont à la présentation de l'émission. Très bonne fin de soirée à tous.